impressions ou ressentis de ces réformes, mais surtout pour que, au travers de ce dialogue, nous puissions entrevoir des pistes de partenariat, de dialogue dans la durée qui puissent continuer ou en tout cas consolider cette initiative. Donc, cela dit, je voudrais tout de suite entrer dans le vif. Ce que nous observons, et nous avons observé au cours des, je dirais, les 10 dernières années, c'est une amélioration générale des occasions, des plateformes de dialogue entre l'administration et le secteur privé. On ne peut pas dire aujourd'hui que sur le plan formel, il n'y a pas de dialogue de manière générale. Que ce soit au travers de grandes réformes, beaucoup de choses qui sont mises en place, qui facilitent davantage la vie des contribuables, que l'accompagnement de l'environnement des affaires. Il reste qu'il y a encore, de notre point de vue, beaucoup de choses à faire. Parce que très souvent, on a l'impression, monsieur le directeur général, et peut-être que ça ne relève pas forcément directement de votre commission, c'est que le dialogue avec les impôts, l'État décide, on prend une loi de finances, on décide, on prend une mesure qu'on sait au départ qu'elle aura des problèmes, qu'elle va poser des problèmes. Et après, on vous dit aller dialoguer avec la direction générale des impôts. Mais c'est bien dans la loi des finances. Comment on peut faire, monsieur le directeur, pour atténuer ce type de problème? Que nous sommes à vos côtés. Nous savons que nous traversons des périodes très difficiles, que l'année 2020 a été particulièrement rude pour l'environnement économique et les données que nous avons montrent que les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19. Si les grandes entreprises ont beaucoup mieux résisté pour des raisons évidentes, elles ont des moyens beaucoup plus importants, elles ont des réseaux beaucoup plus importants. Nous remarquons que dans les données de collecte des recettes fiscales, les petites et moyennes entreprises, bien qu'ayant réalisé des prestations honorables en termes de déclaration et de paiement des impôts, ont le plus subi l'effet de cette pandémie. Donc nous sommes venus pour vous dire que nous comprenons cette situation, que des mesures ont été prises par les autorités pour tenir compte de la particularité de la situation des petites et moyennes entreprises, que des réformes sont mises en œuvre pour tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles les petites et moyennes entreprises exercent. Et nous voudrions avoir votre ressenti par rapport à ces mesures et échanger sur les perspectives d'amélioration du dispositif qui a vocation à vous accompagner au jour le jour dans l'accomplissement de vos actes. En même temps, les contraintes de charges publiques, parfois on veut moins de procédures alors que nous, on a des contraintes de certains contribuables, heureusement de moins en moins nombreux, qui raisonnent en termes de fraude. Et il faut bien, à un certain moment, tout en facilitant la vie à ceux qui veulent être en règle, dire que, attention, lorsque vous choisissez le chemin de la fraude, de l'évasion fiscale, il faut mettre des verrous, parce que c'est d'abord une question d'équité fiscale, c'est d'abord une question de justice fiscale, parce que on ne peut pas bâtir une société où on ouvre les vannes pour dire très bien, ceux qui vont venir payer, c'est bien, ceux qui veulent faire la fraude, on ne les sanctionne pas, on ouvre, ils font comme ils veulent. Donc, il y a cette contrainte qui fait que, malgré la bonne volonté des autorités, les propositions qui sont faites par le secteur privé, lorsqu'elles sont analysées, n'ont pas toujours les réponses qui sont attendues de la part de ce secteur.
ce n'est pas le fait de la mauvaise foi. Et c'est pour cela donc, comme vous l'avez si bien dit, M. Abaté, nous devons travailler ensemble et nous devons apprécier les progrès qui sont menés un pas après l'autre. Il ne faut pas s'attendre à une révolution fiscale, ça n'existe nulle part au monde. Il n'y a pas de révolution fiscale où on viendrait dire un jour, très bien, il n'y a pas d'impôt à payer, tout est... Non. Trois questions. Monsieur... La première question que je vais poser. Vous avez bien suivi, le directeur général est très bilingue. Bien, bonjour. Est-ce que cela les concerne aussi ou alors ils doivent produire sous le système normal? Puisque dans la plateforme, il n'y a que le format du système normal. Pour la deuxième question, il s'agit de l'élargissement de l'assiette fiscale. Au niveau de l'article 92 bis, il est dit que les prestations occasionnelles doivent être prélevées, c'est-à-dire qu'on doit prélever 5,5%. Est-ce que les enseignants vacataires, que ce soit des universités, que ce soit des collèges, sont aussi concernés par cela? Auquel cas, est-ce que ça veut dire que comme ils font aussi leur télédéclaration mensuelle, ils doivent sortir les états financiers de la DSF en fin d'exercice? Merci. De renforcement des PME, l'article 17 alinéa 2, par rapport à la décrue du taux de l'IS de 30 à 28%. Alinéa 2, on dit cette disposition sera appliquée pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Or, quand on va sur la plateforme de la DGI, du Code général des impôts 2021, déjà actualisé, là on parle de 2021. Je ne sais pas, peut-être le DGI qui est là va nous éclaircir quel est soit c'est la loi, soit c'est le code qu'il faut appliquer parce qu'il faut renforcer la PME. Là, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est une observation par rapport à... La deuxième, c'est une observation par rapport à la décrue du taux de l'IS. L'impression que nous avons en tant que PME, c'est quoi? C'est que pour soutenir vraiment ces PME, on fait la décrue du taux global parce qu'on est parti de 2016. On est parti de 35% à 30%. Et aujourd'hui, on part de 30% à 28%. Et on maintient le taux de la compte. En 2016, on a porté la compte de 1,5, de 1,1 à 2,2 et à 5,5. C'est-à-dire, on donne l'impression d'aider les PME en faisant cette décrue, mais le taux de la compte qui est plutôt assis sur le chiffre d'affaires. Or, quand on est en fin d'exercice, puisqu'on est actuellement en train de faire le travail de fin d'exercice pour déboucher sur l'élaboration des différents états financiers, DSF, l'impôt est calculé sur le bénéfice. On se rend compte qu'au lieu de calculer l'impôt sur le bénéfice, même quand l'entreprise en situation déficitaire, on demande quand même de payer un minimum de perception. Or, au courant de l'exercice, les 5,5 ou les 2,2 sont déjà prélevés sur le chiffre d'affaires. Que je n'arrive pas à faire valider parce que depuis je demande une VG, c'est difficile, ça fait pratiquement un mois et pour que mon crédit de TVA soit validé, il faut que j'ai une VG. Mais je cours, je n'arrive pas à avoir la VG. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez revoir au cas par cas la dispense de contrôle. Merci. J'ai trois préoccupations. La première, M. le directeur général, c'est au niveau des difficultés liées au transfert des contribuables des centres divisionnaires des impôts pour les signes. Aujourd'hui, quand on regarde votre circulaire du 28 avril 2014 relative au rattachement des contribuables dans les centres divisionnaires et des centres de moyennes entreprises, où le critère principal de rattachement c'est pour le chiffre d'affaires. Mais seulement, nous observons sur le terrain que, voyez-vous, quand vous êtes un contribuable dans un CDI au régime simplifié et que vous avez réalisé par là un chiffre d'affaires de 200 millions, par exemple, en fait, les 200 millions là vous donnent droit déjà, suivant les dispositions légales, à être rattaché dans un signe et voire au régime du réel. Mais malheureusement, avec les méthodes de mise en place
il se trouve que vous ne pouvez pas encore éclairer, il faut attendre l'année prochaine, il faut attendre une soi-disant une commission qui serait à votre niveau, qui va décider de votre transfert. Pourtant, pendant cette période, lorsque vous avez fait la télédéclaration en ligne, le système reconnaît déjà que vous avez fait un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Pourquoi pas donc directement implémenter un rattachement automatique des contribuables? Parce que, à l'heure où nous parlons, monsieur le directeur général, un contribuable qui en 2020 a fait un chiffre d'affaires de plus de 50 millions, dans un CDI, il y est encore pour le moment. Il ne facture pas toujours la TVA, ce qui est un manque à gagner pour l'État. Et la TVA que lui, nous demandons que vous revoyez ce problème dans son fond. Maintenant, monsieur le directeur général, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de l'exigibilité des précomptes suivantes pour nous les producteurs. Quand vous voyez, tu produis et que tu es dans un CDI par exemple, les dispositions de l'article 21 alinéa 3 te demandent de précompter le client. Alléluia. Parce qu'il était une fois, les gens qui ne devaient pas être ici, c'était les païens, le petit peuple. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce à la COVID-19, que je dis qu'elle ne fait pas seulement des mauvaises choses, on a été avec Papa Foutu, on a parlé, là, moi tu n'étais pas ailleurs. Tu étais là. Donc je dis donc que nous sommes contents. Contents parce que nous sommes aussi avec les hommes. Nous félicitons ce que vous avez fait à Yaoundé. Et nous disons que vous devez dupliquer ce siège dans toutes les 10 régions. Et je veux essayer de parler, papa. Comme j'ai dit, nous remercions Papa Moutazeux par rapport à la création du centre de gestion des impôts de Asbi. Je voudrais dire à mes enfants ici, l'État nous a déjà donné les choses. Ils nous ont signé un centre des impôts privé. Asbi, CGA, j'ai entendu là, je suis technicien de nous tous, mettons-nous là-dedans. Mais ce que je voudrais dire à mon fils, il faut renforcer les capacités des gens. Nous sommes ici, là, d'autres connaissent écrit, d'autres ne connaissent pas. Ils connaissent seulement compter l'argent. Nous avons donc dit, on doit prendre le destin en main en aidant le gouvernement à mettre l'argent dans les recettes de l'État. Fini l'arnaque. Parce que je viens d'entendre là, on a fait les trucs, on fait comme ça. Je voudrais dire, à partir de 2021, Made in Covid, l'argent va rentrer dans les caisses d'État. Déjà, vous nous avez dit, chaque ici, après quand nous allons sortir, ça reste, vous écrivez les choses, faisons du tic-tac, Lausanne 17. Ça va tourner, papa. L'argent est dans les marchés fluides. Vous allez alors, papa a parlé, on n'a pas coupé. Au marché, mon coach, il y a, si je suis, parce que je suis la coordinatrice des marchés au même moment, il peut avoir au moins 5 000 commerçants. Mais ce que les impôts connaissent, je pense que c'est... La décrue continue des taux de l'impôt sur les sociétés et le maintien du taux d'acompte et du minimum de perception. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les grandes entreprises également sur cette question, une question qui est une préoccupation constante avec le secteur privé, pour dire d'abord pourquoi on est arrivé à ce relèvement du taux des acomptes et du minimum de perception, qui est parti d'une étude. Ça n'a pas été fait comme cela sur un coup de tête. Nous avions constaté dans nos statistiques, nos données, que 80% des contribuables qui étaient soumis au régime de l'IS étaient toujours au minimum de perception.
ils ne payaient que le 1,1%. Ce qu'ils ont payé en cours d'année, comme acompte pour eux, c'était terminé. Et toutes les DSF qui étaient déposées au mois de mars affichaient soit des résultats déficitaires, soit des résultats qui faisaient que le paiement d'un impôt sur le bénéfice serait même inférieur à ce minimum de perception. Et donc on n'avait que 20% qui payaient l'impôt sur les sociétés. Et nous avons regardé ailleurs dans d'autres systèmes fiscaux, d'autres administrations, et nous étions surpris de constater que ce n'était pas le cas. Beaucoup d'entreprises, 50-60%, payaient en plus des minima de perception un solde d'impôt supplémentaire. Nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Peut-être les gens se complaisent dans ce minimum de perception, cet acompte-là. Et on se dit très bien, maintenant il faut peut-être encourager ceux qui déclarent quand même des bénéfices et essayer d'amener ceux qui, pendant 10, 20 ans, disent qu'ils sont en déficit, mais continuent à exercer une activité. Vous vous rendez quand même compte que c'est aberrant. Oui, il faut reconnaître qu'une activité, pour être viable, parce que si vous dites que vous ne pouvez pas payer 2,2% de votre chiffre d'affaires à titre d'impôt sur le bénéfice, ça montre quand même qu'il y a un problème dans la soutenabilité de cette activité. Et c'est ce qui explique ce que j'ai dit tantôt, ces aberrations. En revanche, il y a des secteurs où les prix sont administrés, où le contribuable n'est pas libre de fixer le prix qu'il souhaite. Ou pour de multiples raisons, parce que les autorités ne veulent pas que les prix soient élevés. Par exemple, le pain, le prix est administré, le carburant. On a beaucoup de secteurs comme ça où les prix sont administrés. Et on ne va pas imposer à ces contribuables-là de déclarer 2,2% de leur chiffre d'affaires. Et c'est pour cela que pour cette catégorie, immédiatement après la prise de cette mesure, et c'est peut-être en cela que je peux donner raison à M. Abaté, l'année d'après, il y a eu des mesures spécifiques qui, cette fois-là, posaient le principe de la taxation sur la marge pour ces secteurs-là. On dit, on ne prélèvera plus sur le chiffre d'affaires, mais on prélèvera sur la marge réalisée par ces entités. Donc, compte a été tenu de ces spécificités. Et aujourd'hui, la question qui pourrait se poser, c'est de dire, est-ce qu'il y a des secteurs qui auraient été oubliés, des secteurs qui travaillent à partir d'une marge administrée et qui mériteraient que, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, qu'on tienne compte plutôt de la marge que du chiffre d'affaires réalisé. Donc, peut-être c'est en cela qu'il faut poser les termes du débat, mais je vous assure, les 2,2% sont partis d'une étude bien approfondie et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire, moi je ne vous le cache pas, je le dis aux grandes entreprises, les 1,1% dans notre budget du Cameroun aujourd'hui, c'est près de 300 milliards de francs CFA.